L'émerveillement, il est en rapport étroit avec le fait de vivre au présent. Par exemple, regarder un coucher de soleil, c'est vivre dans le présent, sans s'en rendre compte, sans le faire exprès. Bonjour et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Chaque samedi, un épisode pour vous aider à nourrir, développer et transformer votre esprit. Si vous souhaitez reprendre votre vie en main, amorcer un changement ou adopter tout simplement une attitude positive et volontaire dans votre vie au quotidien, eh bien vous êtes exactement au bon endroit. Ce podcast, il est axé sur l'action, sur l'acceptation, grâce à des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous remercie d'être ici et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui sur le podcast Libres et Heureux. Avec vos retours sur le précédent épisode, j'ai eu envie de vous partager quelque chose. Donc dans l'épisode de la semaine dernière, pour ceux qui l'ont écouté, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Je vous parlais de nos problèmes, de ces petits problèmes qui nous prennent la tête au quotidien, et qui finalement n'en sont pas vraiment. Mais je vous parlais aussi de ces traumatismes qu'on a pu vivre dans nos vies, des pertes de ceux qu'on a aimés, des accidents qui peuvent survenir dans nos vies également, et de ces destins parfois tragiques que certaines personnes expérimentent. Ces vies où dès le début, la donne des cartes elle est pourrie, ces destins incroyables qui ont commencé avec un jeu de cartes absolument minable. D'ailleurs, si vous avez l'impression d'avoir eu une donne pourrie vous aussi au départ de la vie, eh bien, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter l'épisode 94 qui s'appelle « Comment jouer les cartes de votre existence ». Bref, vos témoignages, vos retours, vos partages riches et poignants m'ont vraiment fait penser à la gratitude, à la résilience et à l'émerveillement. Pourquoi ? Comment des partages douloureux et bouleversants peuvent nous faire penser à l'émerveillement ou à la gratitude ? Eh bien parce que quoi qu'on vive, quoi qu'on traverse, il y a toujours quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs, qui vit et qui expérimente pire que nous. Il y a toujours quelqu'un pour qui nos malheurs seraient leur bonheur. Il y a toujours une personne qui serait heureuse d'avoir nos problèmes, nos tracas et nos épreuves de vie en comparaison aux siennes. Les problèmes qu'on a et qu'on rencontre, aussi intenses soient-ils pour nous aujourd'hui, aussi importants soient-ils à nos yeux, eh bien, imaginez-vous que quelqu'un dans ce monde souhaite les avoir et souhaite être à votre place. Je me mets souvent dans cette position en me disant, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui rêverait d'avoir mes problèmes, entre guillemets, qui rêverait d'être à ma place. Donc, c'est pour revenir à l'essentiel. C'est justement parce que on perd de vue l'essentiel, on perd de vue ce qui est important, les fameuses questions de vie ou de mort, tout simplement, les questions de survie. Je pense qu'il s'agit vraiment de ça, finalement. Et donc le but, c'est pas de minimiser vos émotions, ni de minimiser vos épreuves de vie en se disant il y a pire ailleurs donc c'est pas grave. Non, le but c'est de se rappeler ce qui est essentiel pour vous. Le but c'est de se rappeler ce qu'est l'émerveillement. Parce que c'est quand on est dans le gouffre de l'humanité, je pense qu'on retrouve l'émerveillement. C'est quand on est malheureusement face au mur ou avec un pied dans la tombe qu'on se rappelle ce que c'est l'émerveillement. Et qu'on l'expérimente et qu'on le vit, et surtout que ça nous fait du bien. Donc, émerveillement et gratitude, à mon sens, ça fonctionne ensemble. Et je me pose souvent cette question de me dire, ok, la différence entre moi, qui suis né dans un pays tel que la France par exemple, dans une famille telle que la mienne, dans des conditions parfaites, on va dire, pour me développer et grandir sereinement, même s'il y a eu des petites embûches, mais en sécurité, à l'abri du besoin. Et avec celui ou celle qui naît dans un pays pauvre, en guerre, dans des conditions déplorables, dans le conflit, dans la peur constante, l'insécurité et le danger permanent, cette différence, elle tient à quoi ? Est-ce qu'elle tient au hasard ? Est-ce qu'elle tient à la chance ? Parce que ceux qui vivent dans des bonnes conditions n'ont absolument rien fait pour mériter ça. Tout comme un autre enfant ou une autre personne à l'autre bout du monde n'a rien fait non plus pour naître et pour vivre dans des conditions affreuses. Je me pose souvent cette question, qu'est-ce qui différencie ces personnes-là, qu'est-ce qui fait que certains naissent dans des conditions, on va dire, idéales, même s'il y a toujours des petits problèmes, et que certains vivent dans des conditions d'insécurité, de danger, et dans la pauvreté. Et pourquoi est-ce que je me pose cette question-là ? Pourquoi est-ce que je vous invite à vous questionner là-dessus aujourd'hui ? C'est parce que je pense qu'on prend pour acquis nos conditions de départ. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre pour acquis tout ce à quoi on a le droit.
avec quoi on a grandi, avec quoi on a vécu. Par exemple, on prend très facilement pour acquis le corps dans lequel on est né, ce corps qui fonctionnait déjà avant que nous on en ait conscience, ce corps qui survit chaque nuit. Quand justement notre conscience n'est plus là, on s'endort, on n'est plus là, pouf, on se réveille et notre corps il est toujours là, il est chaud, il est en fonction. Le cœur bat et le cœur a battu toute la nuit, sans nous. Les poumons se gonflent et se vident, sans nous. En fait, on ne fait rien pour ça. On ne fait rien pour que le matin, notre corps se réveille et qu'on soit toujours en vie. Et je crois que c'est Sage Robbins qui parlait de ça dans une émission, du fait que on a un corps qui fonctionne, des organes qui font leur travail et tout un système qui est une machine parfaite et brillante et qui nous offre la vie tous les jours. Et elle parlait du fait qu'on ne prend même pas le temps d'en être émerveillé et conscient et de le remercier chaque matin en se réveillant. Donc je me suis demandé, ok, est-ce que dans notre quotidien, on a de la gratitude pour notre corps? Est-ce que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez de la gratitude pour ce corps? On a tendance à bafouer le corps, on a tendance à le juger, on a tendance à le penser moche, à le trouver moche, à le trouver trop ci ou trop ça, pas assez ferme, trop grand, trop petit, trop blanc, trop gros, trop maigre, etc. Mais ce corps, il nous fait vivre tous les jours. L'idée de cette réflexion, c'est absolument pas de se flageller, c'est pas de se sentir coupable. La culpabilité ne servira à personne, en fait, ni à vous ni aux autres. C'est pas parce qu'une personne a un corps qui fonctionne qu'une autre ne l'a pas. C'est pas parce que vous êtes né ici, dans ces conditions, que quelqu'un d'autre est né quelque part dans d'autres conditions. Donc, la culpabilité, je préfère le dire tout de suite, elle n'a pas sa place dans cette réflexion. Par contre, l'idée, c'est de prendre conscience de la chance qu'on a dans notre vie. L'idée, c'est de revoir l'essentiel des choses. L'idée, c'est d'apprendre à regarder les cadeaux qu'on reçoit tous les jours. Et pour moi, se réveiller le matin avec un corps qui fonctionne, c'est le plus beau des cadeaux. Donc, ça nous amène à quoi ma petite réflexion du jour, c'est, ok, est-ce que je peux aujourd'hui développer de la gratitude et de la reconnaissance? Et ce qui est intéressant, c'est que développer de la gratitude et de la reconnaissance, avoir cette attitude-là, ça peut impacter positivement les autres personnes. Si je me concentre sur ce qui est beau, sur les cadeaux de la vie, sur la chance que j'ai, je vais petit à petit devenir plus tolérant, plus compréhensif, plus ouvert, plus heureux. Et ça impacte les gens autour de nous. Si je me mets à regarder, à pointer tout ce qui va pas, je vais cultiver et déployer une énergie qu'on peut qualifier de négative. Je vais drainer ceux qui m'entourent dans cette attitude et dans cette perspective et dans cette perception du monde surtout. Je trouve ça hyper intéressant quand on regarde un couple qui fonctionne. Regardez dans un couple, quand l'un commence à faire attention à lui ou à elle, à manger mieux, à faire du sport, ou à arrêter de fumer par exemple, à faire attention au sucre, regardez comme ça impacte l'autre personne. On imite, on suit, on a envie de faire pareil, ça nous inspire en fait. Quand quelqu'un change quelque chose, quand quelqu'un évolue, ça nous inspire. Mais à l'inverse, si la personne est maussade, voit la vie en noir, le verre à moitié vide, eh bien c'est difficile, à côté, de contrer ça. Donc le choix de comment est-ce que je regarde la vie impacte non seulement mon quotidien à moi, mais aussi celui de mes proches, des personnes que j'aime et des personnes qui m'entourent. Alors il est vrai qu'on a une tendance à retenir ce qui ne va pas. Une personne qui est satisfaite d'un service, elle va en parler à 3 personnes. Quelqu'un qui est mécontent d'un service, elle en parle à 11 personnes. Alors ce ne sont pas des chiffres que j'invente, c'est tiré d'un article qu'on a lu avec Iliana il y a quelques jours. Et c'est vraiment le principe de on retient ce qui ne va pas. Et on étale ce qui ne va pas, on en parle, on le partage. On a cette tendance à retenir et entretenir ce qui ne va pas. Les exemples tout bêtes, la voiture qui tombe en panne, on se fait larguer, il y a des bouchons sur la route, tout ça, ça nous énerve. C'est si important les bouchons chez nous, j'ai l'impression que tout le monde en parle. Tout le monde parle de ça constamment et je sais pas si vous avez remarqué, ça revient dans chaque conversation, c'est assez dingue. À une échelle plus grande, voilà, ça va être à propos de la société, de la politique, des impôts, etc. Chaque discours qui nous draine vers le bas, nous draine nous-mêmes, mais aussi les autres. Et même si chacun est responsable de son état d'esprit et de son état intérieur, c'est une évidence, c'est simplement moins propice à diffuser quelque chose d'optimiste en fait, tout simplement. Je vous donne un exemple de la vie quotidienne. Admettons, je rentre du boulot, je suis tendu, énervé, peut-être fatigué, agacé par ma journée, je peste parce qu'il y a des bouchons, j'ai mis une demi-heure à me garer, je me suis garé loin, il faut que je rentre à pied, et en plus j'ai marché dans une crotte de chien. Que va recevoir l'autre personne qui est déjà à la maison quand je vais arriver ? Elle va recevoir une sacrée décharge d'énervement, de colère,
d'agacement. Donc, à la place, je peux prendre quelques secondes en conscience pour respirer, pour souffler un bon coup, diriger mon esprit sur les choses magnifiques qui m'entourent. Qu'est-ce qu'il y a qui est magnifique qui m'entoure ? Déjà, j'ai un foyer où rentrer, une maison ou un appartement. Rien que ça, c'est déjà énorme. Si en plus, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous attend à la maison le soir, franchement c'est merveilleux. On peut sentir l'odeur d'un repas prêt quand on arrive. Les organes des sens nous aident à créer des sensations d'émerveillement et des conditions de bien-être. Profitez de vos organes des sens. Regardez, sentez, touchez. Vous pouvez contempler un tableau ou une photo qui se trouve sur votre chemin dans la maison. Vous pouvez prendre une demi-seconde pour toucher votre cœur et le remercier de battre encore aujourd'hui. Vous pouvez embrasser vos enfants ou votre conjoint ou conjointe et prendre conscience qu'un jour vous aviez eu terriblement envie d'embrasser cette personne pour la première fois. Vous avez sans doute mis toute votre âme et votre meilleur outfit pour l'emballer, cette personne. Et aujourd'hui, cette personne, elle partage votre vie. Ça, c'est une raison merveilleuse de développer, de ressentir cette gratitude. Donc, ok, on sait, c'est un fait, on retient ce qui ne va pas dans notre sens. On retient ce qui nous contrarie ou ce qui nous frustre. Aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer de changer de lunettes ? C'est-à-dire que je change les verres de mes lunettes et je mets des verres correcteurs. Je vais mettre des verres qui vont me permettre de voir tout ce qui va bien pour moi, dans ma vie, dans ma ville, dans mon pays, dans ma famille, dans mon entourage proche, dans mon entourage plus éloigné, dans mon boulot, avec mes collègues, avec mes amis, avec mes commerçants. Bref, au-delà simplement de voir, c'est regarder. C'est-à-dire que je cherche à voir ce que je veux voir. Je regarde ce que la vie, elle peut m'offrir et ce qu'elle m'offre chaque jour. Et en fait, cultiver la gratitude et l'émerveillement, c'est un travail. La culture, par définition, c'est un travail, c'est une action. Et cultiver la gratitude et l'émerveillement, ça commence aujourd'hui dans le quotidien. Est-ce que, par exemple, quand on lit un livre, on prend le temps de penser aux heures de travail de quelqu'un d'autre derrière l'ouvrage ? Est-ce qu'on est reconnaissant pour ça ? Est-ce que on prend les livres, les films, la musique, l'art et tout le contenu social, culturel et éducatif auquel on a accès pour acquis ? Je vois beaucoup de youtubeurs ou de podcasteurs qui font du super boulot et qui vont se faire insulter entre guillemets sur les réseaux sociaux et à chaque fois je me dis mais la personne qui insulte, qu'est-ce que tu fais pour les autres toi ? Qu'est-ce que tu fais pour la communauté ? Souvent ce sont des personnes qui font rien pour la communauté. Mais c'est plus facile d'insulter quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui plutôt que de créer un autre contenu pour exprimer un autre point de vue. Bref, c'est une petite parenthèse, mais on prend pour acquis le temps que les autres nous accordent aussi. On retient ce qui ne va pas, mais on prend pas le temps de remercier les personnes pour leur travail, pour le temps qu'elles y passent, pour l'énergie qu'elles dépensent. Ok, ça leur apporte forcément quelque chose, mais en fait ça n'empêche pas la gratitude. Par exemple, quand un commerçant est souriant et avenant envers nous, on trouve que c'est normal. Par contre, si cette même personne, elle a eu une journée difficile, elle a peut-être vécu un décès, elle a peut-être vécu quelque chose de dur, et que nous on se sent offensé parce qu'on n'est pas traité comme un prince ou une princesse, là on monte dans les tours, là on tape du poing sur la table, et là on va se dépêcher d'aller mettre un avis sur Google, un avis négatif évidemment. Je pense qu'il faut pas oublier qu'on a en face de nous des êtres humains qui vivent des émotions tout comme nous, parfois c'est les montagnes russes pour certains, et en fait c'est ok, et on prend pas le temps juste de remercier la personne de nous avoir souri, d'avoir été sympathique, d'avoir été avenant, d'avoir été poli avec nous. Alors on peut dire, effectivement, tu veux une médaille pour me sourire ? C'est pas l'idée. L'idée c'est juste de trouver la reconnaissance et la gratitude et puis la beauté dans le fait que quelqu'un vous adresse un sourire, c'est quand même pas rien. Alors des exemples comme ça, comme le commerce ou la personne qui écrit un livre ou les podcasteurs ou les youtubeurs, il y en a plein, en fait ça fait partie de notre quotidien. Mais chaque sourire qu'on reçoit, elle vaut cette gratitude et elle vaut cette reconnaissance. Chaque mot d'encouragement, chaque soutien, chaque geste attentionné, chaque liberté qu'on a et que d'autres n'ont pas, chaque accès aux médias qu'on a, à la culture, aux informations que d'autres n'ont pas encore une fois, chaque droit de parole et d'expression, chaque aide sociale, chaque fois que j'ouvre le robinet et que l'eau potable, elle coule à ma demande. Je pense que tout ça c'est une chance. Vous savez, je prends l'exemple de l'eau parce que, alors au-delà du fait que c'est vital à notre survie évidemment, c'est parce qu'il y a quelques années, il y avait des travaux dans notre maison, et on n'avait plus d'eau, l'eau était coupée, etc. C'était dans le Haut-Beaujolais, donc il y avait une source d'eau de la montagne qui arrivait pas très loin de chez nous, mais autour de la maison, devant la porte, en fait il y avait une énorme tranchée de 3 mètres de long sur 5 mètres de haut, avec une planche en bois pour traverser. Donc imaginez la scène, vous ouvrez la porte, c'est le gouffre, et vous avez une planche en bois quand même assez fine,
pour traverser. Alors, moi, j'étais pas très à l'aise pour marcher là-dessus. On devait sortir par la porte, marcher sur la planche qui tremblait sous les pieds, avec des seaux vides avec nous, pour aller jusqu'à la source à pied, remplir le plus de seaux possible. On devait être 5 adultes à vivre dans la maison à ce moment-là, donc je vous laisse faire le calcul de la quantité d'eau qu'il faut. Ensuite, on revient à la maison, on retraverse cette planche de l'enfer avec les seaux, et surtout, ensuite on économise chaque goutte, parce que utiliser l'eau avec parcimonie et intelligence, ça s'apprend. Pas question de gaspiller. Et cette expérience, qui a duré plusieurs jours, elle m'a vraiment fait prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir juste de l'eau au robinet, en fait. Vous savez, ne serait-ce que se laver les mains dans la journée plusieurs fois, prendre une douche, voilà, remplir une bouteille d'eau. Quand on doit faire la démarche d'aller chercher de l'eau, de porter les seaux, de les ramener, on économise, on est reconnaissant pour l'eau qu'on a, on fait attention. Et en fait c'est ça, c'est vraiment une question de porter notre attention sur le sourire dans la rue, la personne qui est sympathique avec vous, les gestes attentionnés, les mots d'encouragement, le soutien, le contenu aussi qui est partagé, tout ça c'est des choses auxquelles on peut juste se dire « Ok, je porte attention à ça, et j'ai de la gratitude au fond de moi ». C'est aussi simple que ça. L'eau, ça me paraît une évidence parce que chez nous, on n'a pas cette comparaison-là. C'est-à-dire que, à partir du moment où je vois, où j'expérimente autre chose, alors je réalise et je comprends que ma condition, elle est agréable, que j'ai de la chance. Tant qu'on ne vit pas la question de l'eau, on ne se rend pas compte, on met pas notre attention sur le fait que on a effectivement de l'eau au robinet qui coule et qui est potable. Et c'est pareil avec les traumatismes. À partir du moment où je vais comparer, entre guillemets, mes problèmes avec celui qui rêverait d'avoir mes problèmes, ça fait relativiser. Et d'un coup, ça retombe. C'est-à-dire que l'importance que je mettais dans mon problème s'évanouit, parce que mon cerveau, justement, a été capable de comparer avec une autre situation qui me semble pire, qui me semble atroce. Et du coup, je me dis finalement, j'ai de la chance. Et du coup, je ne suis plus dans ma spirale, je sors de ça, parce que je prends conscience des choses telles qu'elles sont. Donc, le cœur de ma réflexion aujourd'hui, c'est ça, c'est d'apprendre juste à retrouver l'émerveillement et la gratitude dans notre quotidien. Voilà. Ça ne veut pas dire que on n'a pas de problème. Ça, c'est important, je vous le souligne bien. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas de problème, ou vous n'en aurez plus. Des problèmes, on en a tous. Ça ne veut pas dire non plus que nos douleurs ne sont pas douloureuses. Nos douleurs sont douloureuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de souffrance. On aura encore des souffrances. Tant qu'on vit, on s'expose à la souffrance. Ça veut juste dire que on va apprendre à changer notre regard, notre façon de regarder, qu'on va se servir justement de nos expériences, de nos douleurs, de nos traumatismes pour cultiver et pour développer l'émerveillement et la gratitude. Ça s'appelle tout simplement la résilience. C'est incroyable la résilience. Et la résilience, vous le savez certainement, elle n'apparaît, elle ne vient, elle ne peut être présente qu'après la souffrance. La résilience ne peut naître qu'à cause, ou grâce, du coup, à une souffrance. C'est-à-dire qu'on peut grandir intérieurement après une souffrance, même une petite souffrance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là où je voulais venir un peu avec cet épisode, c'est que nos ressources personnelles et intérieures, elles viennent de nos expériences et de nos souffrances. Vos épreuves de vie, vos traumatismes et toutes les choses que vous avez endurées ont fait de vous exactement qui vous êtes aujourd'hui. Alors maintenant dans la vie, vous avez deux choix. Continuer à vous développer avec ces souffrances et grâce à elles, ou gaspiller cette opportunité et attendre la prochaine. Ça peut paraître un petit peu brutal, mon point de vue, mais je pense que la vie elle nous doit rien. La vie elle ne nous doit pas le bonheur, la vie elle ne nous doit même pas la bonne santé. Elle ne nous doit pas la sécurité, elle nous doit aucune garantie de rien, on est là et c'est tout. Et vous avez pas demandé à être ici, et pourtant vous êtes là. Et en plus, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Notre cœur peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Notre vie peut être chamboulée d'un instant à l'autre. Donc la vie, elle est pas toujours rose, loin de là. La vie, elle est pas toujours heureuse. Mais c'est vrai, on va vivre des souffrances, on va vivre des malheurs. Par contre, la vie, elle peut avoir du sens. Notre vie, elle peut avoir du sens, même si elle n'est pas rose. Notre vie, elle peut avoir du sens, même si elle n'est pas toujours heureuse. Notre vie peut nous emmener très loin, si on a du sens. Je vous ai parlé de Sage Robbins tout à l'heure, et là je vais vous parler de Tony Robbins, donc ils sont mari et femme, et lui, il nous dit, avoir un sens à sa vie, c'est plus important que d'être heureux. Parce que c'est plus profond et que ça dure plus longtemps. Et je suis assez d'accord avec cette réflexion.
Il y a des périodes dans ma vie où j'ai vécu des choses difficiles et pourtant, elles avaient un tel sens que je me sentais bizarrement bien. On peut prendre l'exemple d'une séparation. La séparation, ça fait mal, c'est douloureux, ça peut être violent, brutal, c'est une blessure. Mais quand cette séparation, elle fait sens, c'est ça qu'on retient finalement. On oublie la douleur. Cette douleur, elle s'estompe, elle finit toujours par disparaître en fait. Par contre, le sens, lui, il reste. Et je pense que c'est avec cette pensée, cette façon de regarder la vie, de regarder les choses, qu'on peut cultiver la gratitude. Même et surtout d'ailleurs dans les moments de nos vies, qui ne sont pas des moments heureux. En fait, c'est facile d'être reconnaissant ou reconnaissante quand tout va bien. C'est facile de sourire et d'être heureux quand tout va bien. Ça nous demande aucun effort. Mais du coup, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être reconnaissant et de sourire quand tout va mal. Ça veut dire qu'on a évolué. Ça veut dire qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous qui est stable, qui est solide. Ce qui nous intéresse, c'est d'être en capacité de sourire quand tout fout le camp. Quand on perd la foi, quand on n'y croit plus, quand on est au 36e dessous, quand on baisse les bras, quand ça nous semble insurmontable. C'est exactement à ce moment précis qu'on devrait apprendre à être reconnaissant, à sourire et surtout à s'émerveiller. Parce que, en fait, c'est ça qui nous sauvera. C'est ça qui nous aidera. Et c'est surtout ça qu'on retiendra. Être capable de s'émerveiller et d'être reconnaissant, c'est ça qui fera du sens et qui donnera du sens, justement. Quand rien n'a plus de sens, qu'est-ce qui donne du sens à la vie ? Quand plus rien fait sens pour vous, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie et une direction ? Parce que le sens, c'est aussi ça. Quand ma vie a du sens, en fait, indirectement, j'ai une direction qui est tracée. Sans direction, on ne peut pas avancer. Et pourtant, on aspire tous à avancer, à évoluer. Quoi qu'on en dise, je pense qu'on aspire tous à transformer une partie de nous à l'intérieur. Donc, avec cette pensée, on peut cultiver la gratitude. Je suis aujourd'hui reconnaissant ou reconnaissante pour mes erreurs, mais aussi pour mes réussites. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour mes peines de cœur et mes amours, pour les enseignements que j'ai pu tirer de mes épreuves de vie. Je pense que c'est ça qui donne du sens à notre existence, c'est le pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Pourquoi on se bat ? Pourquoi est-ce que vous continuez à avancer chaque jour ? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas abandonné la partie ? D'où elle vient cette envie de vivre, cette rage de vivre, de vaincre, qui nous permet d'être encore là aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu individuellement. Certains ont vécu des scénarios bien pires que d'autres, on a vu ça. Il y a toujours pire que soi, il y a toujours plus de résilience et de gratitude qui en ressort par conséquent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à ressentir cette gratitude, cet émerveillement pour toutes les choses qui vous sont arrivées dans votre vie, parce que je suis sincèrement persuadée au fond de moi que c'est le seul moyen de faire réellement la paix avec elle, et c'est le seul moyen d'avancer réellement. Quand je suis heureux, je suis dans un état d'émerveillement. En fait, le bonheur, c'est l'émerveillement. Donc c'est à nous de développer cet état-là, le plus souvent possible. L'émerveillement, il est en rapport étroit avec le fait de vivre au présent. Par exemple, regarder un coucher de soleil, c'est vivre dans le présent, sans s'en rendre compte, sans le faire exprès. En fait, se forcer à être au présent, ça nous coûte trop d'efforts. Mais en s'émerveillant, on est au présent et on est heureux. Donc c'est une piste à suivre. Elle est étonnante parce qu'elle est facile, mais on la sous-estime complètement. Aujourd'hui, si vous voulez être heureux, il va falloir vivre au présent. Et pour vivre au présent, il va falloir s'émerveiller. Le podcast pourrait juste se résumer à ça, mais ce serait quand même moins sympa. Donc il faut apprendre à nourrir la joie et l'émerveillement en nous. Parce que ça nous apporte une soif de vivre. Ça alimente le moteur de la vie en nous. Et plus je suis vivant, et plus j'ai envie de vivre, et plus je m'émerveille. Donc c'est à nous de nourrir notre joie, notre émerveillement, d'apprendre vraiment à prendre du recul, et à ne plus avoir peur. Souvent, ce qui nous arrête, c'est la peur. Parfois, on a peur d'exprimer une gratitude, parce qu'on a peur du regard des autres. Parfois, on a peur d'aller laisser un petit avis positif, par exemple, sur Google, parce que on a peur que les autres personnes voient, parce qu'on se dévoile, en fait. On dévoile une partie de nous, on dévoile quelque chose d'intime et de personnel. C'est aussi bête que ça. Des fois, on a peur d'aller dire à quelqu'un juste « merci pour ce que tu fais » ou « merci pour ce que tu m'as apporté, merci pour ton soutien ». Parce qu'encore une fois, c'est une vulnérabilité de dire merci et de s'ouvrir. Donc,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien justement nourrir notre joie, cultiver notre émerveillement, prendre du recul et arrêter d'avoir peur. Ce qui nous permet de bien vivre, eh bien, c'est d'être dans l'émerveillement, c'est d'être curieux, c'est de se confronter à la nouveauté et d'y aller. Il faut pas se blaser dans la vie, ok? Quand vous voyez que vous êtes en train de vous blaser, faites quelque chose. Soyez curieux. Allez découvrir des choses, faites des nouveautés. Avec l'âge, on a tendance à s'enfermer dans ce qu'on connaît. Et en fait, c'est dangereux, parce que du coup, on comprend que ça réduit nos possibilités d'être tout simplement heureux, d'être bien, et d'être dans l'émerveillement. Parce que la curiosité, c'est intéressant, la curiosité, c'est une forme d'émerveillement, c'est la curiosité qui nous amène à découvrir l'inconnu. Il faut une certaine forme d'humilité pour apprendre, encore et encore, pour découvrir, et pour découvrir aussi des choses que d'autres personnes connaissent déjà. Ça nous demande de l'humilité. L'attitude de l'émerveillement, ce n'est pas avoir de la connaissance, mais c'est reconnaître que cette connaissance, elle existe déjà, et que nous, on se l'approprie. Et être curieux, c'est ça. Et pour chercher, il faut déjà intégrer le fait qu'on ne sait pas. C'est là où est l'humilité. Toutes ces, comment on va dire, ces caractéristiques, ces vertus, on va dire, elles fonctionnent ensemble. Être curieux va me permettre de m'émerveiller. Pour être curieux, eh bien, je dois forcément faire preuve d'humilité. Toutes ces choses-là, elles se nourrissent, c'est génial. On fait un énorme pas en avant quand on va dans ce chemin d'émerveillement et de gratitude. La curiosité, c'est vraiment fascinant. Si vous regardez un enfant, les yeux d'un enfant, qui s'émerveille constamment, il découvre tout le temps, il apprend, il expérimente. Et en fait, il y va, il n'a pas encore de croyance qui le limite et qui l'enferme, parce qu'il est trop petit. Et ensuite, l'enfant, il grandit. Et il faut qu'il réapprenne à s'émerveiller. Et c'est vraiment quelque chose que le taoïsme m'a apporté dans ma vie. Avant, j'y pensais pas, à l'émerveillement, je pensais pas à ça dans ma vie. Maintenant, j'essaye de m'émerveiller tous les jours. Mon enseignant, il nous avait dit une fois, si on ne s'émerveille pas une fois dans une journée, c'est qu'on n'est pas heureux. Ça m'avait quand même frappé. Je m'étais dit, ok, en fait, quand est-ce que je m'émerveille vraiment? Alors j'ai remarqué dans ma vie que c'est quand même aussi beaucoup la curiosité qui m'a apporté ça, la musique, mais c'est aussi une forme de curiosité, je pense, et puis toutes les choses qu'on fait, toutes les choses qu'on s'approprie, c'est-à-dire les connaissances qu'on s'approprie. On n'invente rien, on fait que découvrir en fait perpétuellement les choses. Donc, j'essaye tous les jours, au moins une fois par jour, de m'émerveiller pour quelque chose. Et je pense que c'est un entraînement, c'est-à-dire que plus on le fait, plus on est enclin à s'émerveiller. Alors je vais vous dire un petit secret, je pense que la principale intéressée, elle va me faire les gros yeux, mais je vais vous le dire quand même. Tous les matins, quand je me réveille, ma compagne, elle dort toujours en général, et chaque jour, depuis que j'ai la chance de dormir à ses côtés, je prends quelques secondes, quelques minutes pour la regarder dormir, et je ressens cet émerveillement qui monte en moi. Et vous savez ce que j'aime le plus, c'est que c'est la première émotion, ou la première sensation que je ressens le matin, c'est l'émerveillement. Et je sors de mon lit, je me sens super bien. Je me sens motivée, je me sens heureuse, je me sens remplie et vivante. Donc ça, c'est mon petit tips pour cultiver l'émerveillement, au moins une fois par jour, et ça se passe le matin, quand le ciel dort encore, et ça se passe en quelques secondes, mais c'est très puissant. Donc je vous invite aujourd'hui, voilà, comme petit exercice, à trouver votre raison de vous émerveiller une fois par jour. C'est très simple comme exercice, et en plus c'est sympa, ça nous apporte un sentiment très 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 intéressant. Voilà pour cet épisode sur l'émerveillement. Si vous le souhaitez, j'en profite pour vous demander si vous avez une minute à m'accorder, pour les personnes qui le souhaitent, et bien justement de prendre le temps de laisser un avis par rapport au podcast, si vous le souhaitez. Et vous pouvez laisser un avis n'importe où, sur Google, sur Apple Podcast, sur Spotify, pardon. En fait, c'est un énorme soutien pour moi et ça permet aussi de mettre en avant ce que je fais. C'est une forme de récompense, on va dire, et voilà, si vous en avez l'envie, si vous avez cette générosité à m'accorder aujourd'hui, j'en serais très très reconnaissante. J'en profite aussi pour vous communiquer la nouvelle newsletter qui va sortir lundi, qui s'appelle la Lundynamique. Elle sert à quoi cette newsletter? Eh bien, elle sert à nous faire vivre un lundi qui soit différent. 80% des gens sont angoissés par le lundi et on les comprend. Le lundi, ça peut nous décourager, ça peut nous angoisser, c'est la reprise, le retour au boulot, l'appréhension de la longue semaine qui s'annonce. Et la frustration de voir un week-end se terminer, la fin de ce temps rien que pour nous, le stress, etc. Donc si vous souhaitez démarrer votre semaine avec peps et enthousiasme, eh bien inscrivez-vous à la newsletter et recevez la première newsletter lundi.
Je vous partagerai de nombreuses ressources, des articles, des petits exercices de coaching pour vous permettre de passer un bon lundi et surtout d'enchaîner sur une bonne semaine. Pourquoi pas de cultiver gratitude et émerveillement. Voilà, c'est gratuit, il n'y a aucun spam et vous pouvez vous désinscrire à tout instant évidemment. Le lien de la newsletter, il est dans la description de l'épisode, ou sinon vous le retrouverez sur mon site web margotbussière.fr. J'espère que ça vous plaira, je vous attends nombreux pour ce nouveau média que je vous partage avec beaucoup de joie. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, je vous souhaite une excellente journée, j'ai même envie de vous dire une merveilleuse journée. Je vous souhaite de vous émerveiller, de cultiver et de ressentir de la gratitude aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!